Pour expliquer la gravité, on peut dire simplement que deux corps dotés de masse s'attirent mutuellement. C'est la loi de la gravitation universelle. Et dans cette danse cosmique, c'est toujours le corps le plus massif qui entraîne le corps le plus léger dans sa course folle. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode consacré au document 200 preuves attestant que la Terre n'est pas une boule d'Éric Dubé. J'ai décidé de consacrer cet épisode à la gravité, car M. Dubé insiste lourdement sur la supposée gravité magique dans les points 23, 32, 33, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 157, 158, 159 et 195 de son merveilleux document 200 preuves attestant que la Terre n'est pas une boule. Pour résumer, ce monsieur affirme que la gravité n'existe pas, car elle ne peut pas être démontrée, et quand bien même ses effets seraient en totale contradiction avec ce que nous pouvons observer tous les jours. Rien que ça. Alors, à ce stade, plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Petit 1, ce type est un des plus grands génies de l'humanité, capable de réfuter les travaux de Newton, de Maupertuis, de Lagrange, de Hamilton et d'Einstein. Petit 2, c'est l'un des plus grands crétins. Petit 3, c'est un escroc, intellectuellement s'entend, qui se fait de la pub pour pouvoir vendre ses livres. Reprenons donc ces arguments pour nous faire une meilleure idée de la catégorie dans laquelle il faut ranger ce personnage. Tout d'abord, je tiens à mettre immédiatement les choses au point quant à son affirmation qu'on ne peut pas démontrer la gravité ni la mesurer. Pour démontrer la gravité, la difficulté consiste à isoler l'expérience de la gravité terrestre. Pas simple quand on vit sur Terre. Sauf en situant la gravité sur un plan horizontal et non plus vertical. Je vous présente l'expérience de Cavendish. Cette expérience n'était à la base pas destinée à démontrer la gravité puisque déjà, à cette époque, plus personne ne doutait de sa réalité. Mais elle visait à déterminer la constante gravitationnelle. Néanmoins, elle permet sans devoir se lancer dans de savants calculs de démontrer la réalité de la gravité. Je mets les liens en bas dans la description. Attaquons-nous maintenant aux 13 arguments concernant la gravité qu'Éric Dubé avance comme preuve de la Terre plate. Et commençons par l'argument 23. Ceux qui croient en la boule Terre prétendent souvent que par magie la gravité traîne inexplicablement toute la basse atmosphère de la Terre, en parfaite synchronisation jusqu'à une certaine hauteur indéterminée, où cette atmosphère file progressivement plus vite et fait soudainement place au non-tournoiement, à la non-gravité, à la non-atmosphère de l'espace vide infini. Alors non, jamais on ne parle de magie dans le modèle standard. La gravité maintient l'atmosphère autour de la Terre. C'est la friction de la Terre sur l'atmosphère qui entraîne cette dernière. Faites tourner un batteur, pour faire monter les œufs en neige, dans un seau rempli d'eau et vous comprendrez de quoi je parle. Éric Dubé confond espace et impesanteur. Il n'y a pas de non-gravité dans l'espace. Sinon l'ISS ne resterait pas en orbite. La Lune non plus d'ailleurs. Petite suggestion. Avant de prétendre pouvoir réfuter une théorie scientifique, la première étape, c'est au minimum d'en comprendre les bases, sans quoi vous ne faites étalage que de votre crasse ignorance. De telles théories incohérentes sont discréditées cependant par la pluie, les feux d'artifice, les oiseaux, les insectes, les nuages, la fumée, les avions et les projectiles. Alors, précisons 2-3 petits détails. Les feux d'artifice, 380 mètres d'altitude, je mets les liens dans la description. Les oiseaux, 1500 mètres maximum pour la plupart d'entre eux, et un record établi à 11 300 mètres. Les avions de ligne, environ 12 000 mètres. Les nuages, regardez cette petite image, la limite de Kármán, 100 km. Alors la limite de Kármán, c'est une limite arbitraire qui dit qu'au-delà, on est dans l'espace. Mais les limites de l'atmosphère se situent entre 500 et 1000 km. Petit lien, toujours dans la description. Ceci étant précisé, se servir de l'observation des insectes. D'ailleurs, jusqu'à quelle altitude Éric Dubé a-t-il étudié le comportement des insectes pour s'en servir comme argument? Donc, se servir de l'observation des insectes, des oiseaux, des feux d'artifice, bref, ne se servir que de ce qui se passe dans les 10 premiers kilomètres de l'atmosphère pour réfuter la gravité, c'est un peu comme faire la biographie de Jeanne Calment en ne se basant que sur les 10 premières années de sa vie. C'est juste complètement idiot. Qui tous se comporteraient très différemment si le ballon Terre et son atmosphère, tous les deux ensemble, pivotaient constamment vers l'est à 1609 km/h.
Il nous dit que les insectes, les avions, la fumée, etc. se comporteraient différemment si la Terre et l'atmosphère pivotaient constamment vers l'Est. Des précisions peut-être? Ben non. Que peut donc bien valoir ce genre d'argument? Dans le même genre, je pourrais affirmer que si Éric Dubé était intelligent, il écrirait autrement. Ici, je ne démontre pas qu'il n'est pas intelligent, et je ne précise pas non plus comment il écrirait s'il l'était. Je ne démontre donc rien, ne précise rien, mon argument ne vaut donc rien. Argument 32. Si la gravité est supposée être une force assez puissante pour tenir les océans du monde, les bâtiments, les gens et l'atmosphère collés à la surface d'une balle qui tourne rapidement, alors il est impossible que la gravité soit aussi simultanément assez faible pour permettre à de petits oiseaux, des insectes et des avions de décoller et voyager librement dans toutes les directions, sans perte d'intensité. Ce raisonnement est complètement stupide. La portance assurée par les ailes n'élimine pas les effets de la gravité, elle permet simplement de s'appuyer sur l'air pour voler. Si le petit oiseau arrête de battre des ailes, si l'avion coupe son moteur, il tombe. Sauf preuve du contraire, mais là, bon courage pour le démontrer. Notez quand même que les planeurs et les rapaces qui volent sans battre des ailes ou sans moteur tombent en permanence dans un courant d'air ascendant. S'ils se maintiennent en l'air, c'est parce que le courant d'air ascendant est plus rapide que leur chute. S'ils viennent à sortir de ce courant ascendant, ils perdent de l'altitude. Argument 33. Si la gravité est supposée être une force assez puissante pour faire courber les étendues massives des océans autour d'une Terre globulaire, il serait impossible pour les poissons et autres créatures de nager à travers cette eau tenue si fermement. La gravité dépend de la masse. Elle ne change en rien l'état de la matière. Si vous tenez fermement de l'eau dans un bocal, votre poisson rouge peut continuer à nager dedans. Bref, cette affirmation est elle aussi stupide, gratuite et sans argument. Argument 113. L'idée que les gens se tiennent debout, que les bateaux naviguent et que les avions volent à l'envers sur certaines parties de la Terre tandis que d'autres sont inclinés à 90 degrés et d'autres angles impossibles est une complète absurdité. L'idée qu'un homme creusant un trou vers le bas pourrait éventuellement atteindre le ciel de l'autre côté est ridicule. Le bon sens dit à chaque individu libre penseur, à juste titre, qu'il y a vraiment un en haut et un en bas dans la nature, contrairement à la rhétorique, tout est relatif, du modèle newtonien/einsteinien. D'après vous, qu'est-ce qui vous permet de distinguer le haut du bas, si ce n'est la gravité? Ici, Éric Dubé ne comprend pas ou ne veut pas comprendre le principe de la verticalité. Nous en reparlerons dans la prochaine vidéo. Attention de ne pas confondre penseur libre et penseur en roue libre. Argument 114. Citation de Lactantius dans Sur la fausse sagesse des philosophes. Une sphère où les gens de l'autre côté vivent avec leurs pieds au-dessus de leur tête, où la pluie, la neige et la grêle tombent vers le haut, où les arbres et les cultures poussent à l'envers et où le ciel est plus bas que le sol. L'ancienne merveille des jardins suspendus de Babylone ne diminue en rien en comparaison des champs, des mers, des villes et des montagnes que les philosophes païens croient être accrochés à la terre sans aucun soutien. Alors, Lactance était un écrivain et un philosophe. Ce n'était pas un mathématicien ni un scientifique. Enfin, ça démontre bien que l'idée de la Terre sphérique est bien plus ancienne que Newton, Galilée et Copernic. Je mets les liens dans la description. Ici encore, l'auteur ne comprend pas ce qu'est l'horizontalité, problème récurrent chez M. Dubé. Mais bon, tant qu'à citer Lactance, faisons-le correctement. Institution divine, livre 3, de la fausse sagesse des philosophes, chapitre 24. Ceux qui tiennent qu'il y a des antipodes, tiennent-ils un sentiment raisonnable? Y a-t-il quelqu'un assez extravagant pour se persuader qu'il y ait des hommes qui aient les pieds en haut et la tête en bas? Ici, on voit que Lactance est incapable de concevoir les notions de haut et de bas sur une Terre sphérique. Je lui pardonne volontiers, moi-même, je trouvais cette idée étrange, lorsque j'avais 5 ans. Que tout ce qui est couché en ce pays-ci, soit suspendu en celui-là, que les herbes et les arbres y croissent en descendant, et que la pluie et la grêle y tombent en montant? Faut-il s'étonner que l'on ait mis les jardins suspendus de Babylone au nombre des merveilles de la nature, puisque les philosophes suspendent aussi des mers, des villes et des montagnes? Cherchons la source de cette erreur, et nous trouverons sans doute qu'elle procède de la même cause que les autres. Quand les philosophes, trompés par l'ombre de la vraisemblance, ont une fois admis un faux principe, il faut qu'ils admettent aussi les conséquences qui s'en tirent.
Ils tombent de fausseté en fausseté, ils embrassent indiscrètement la première, et au lieu d'examiner la seconde qui se présente, ils la soutiennent par toutes sortes de moyens, au lieu de juger de la première par la seconde. Ici, on a un bel effet miroir, j'adore. Comment donc se sont-ils engagés à soutenir qu'il y a des antipodes? En observant le mouvement et le cours des astres, ils ont remarqué que le Soleil et la Lune se couchent toujours du même côté et se lèvent toujours de même. Mais ne pouvant découvrir l'ordre de leur marche, ni deviner comment ils passaient de l'Occident à l'Orient, ils se sont imaginés que le ciel était rond, tel que sa vaste étendue le fait paraître, que le monde même était rond comme une boule, que le ciel tournait continuellement, et qu'en tournant il ramenait le Soleil et les astres de l'Occident à l'Orient. C'est ce qui les a portés à faire des globes d'airain, sur lesquels ils ont gravé des figures monstrueuses, auxquelles ils ont donné le nom d'astres. Le ciel étant rond, il fallait que la terre, qui est renfermée dans son étendue, fût aussi ronde. Que si elle est ronde, elle regarde le ciel de tous côtés de la même manière, et lui oppose de tous côtés des mers, des plaines et des montagnes. Il suit encore de là qu'il n'y a aucune partie qui ne soit habitée. Voilà comment la rondeur que l'on a attribuée au ciel, a donné occasion d'inventer les antipodes. Quand l'on demande à ceux qui défendent ces opinions monstrueuses, comment ils se peuvent faire, que ce qui est sur la terre ne tombe pas vers le ciel, ils répondent, que c'est parce que les corps pesants tendent toujours, vers le milieu comme les rayons d'une roue, et que les corps légers, comme les nuées, la fumée, le feu, s'élèvent en l'air. Je note quand même que déjà à cette époque, la sphéricité de la Terre n'était pas qu'une idée farfelue, et que les prémices des lois de la gravité étaient déjà dans les esprits. J'avoue que je ne sais ce que je dois dire de ces personnes qui demeurent opiniâtres dans leurs erreurs, et qui soutiennent leurs extravagances, si ce n'est que quand ils disputent, ils n'ont point d'autre dessein que de se divertir, ou de faire paraître leur esprit. Il me serait aisé de prouver, par des arguments invincibles, qu'il est impossible que le ciel soit au-dessous de la terre. Mais je suis obligé de finir ce livre-ci. Alors, la Terre est plate, je peux le démontrer d'une manière imparable, mais là tout de suite je peux pas, j'ai piscine. J'ai un livre à finir. Et il faudrait croire ce bonhomme qui n'était ni astronome ni mathématicien, juste un orateur de talent qui voulait convaincre le monde romain d'adopter la religion chrétienne. Ceci dit, la gravité est un fait scientifiquement démontré et que tout un chacun peut parfaitement expérimenter par l'expérience de Cavendish. Tout l'argumentaire de Lactance ne démontre donc que son ignorance, ce que l'on peut pardonner à quelqu'un qui a vécu au IVe siècle, beaucoup moins à quelqu'un qui vit au XXIe siècle comme M. Dubé. Argument 115. Ici, je n'ai pas résisté à l'envie de vous donner la version traduite par Zététique, diffusée sur la défunte chaîne de Seyda Joule et rediffusée par, entre autres, Fetou Chahib. Les lois de la densité et de la flottabilité existantes ont expliqué parfaitement la physique de la chute d'objets, bien avant que le sataniste franc-maçon, Isaac Newton, élevé au rang des chevaliers appelés sœurs, n'ait conféré sa théorie de la gravité au monde entier. Sataniste. Ce mot, qui n'existe pas dans la version originale d'Éric Dubé, en dit long sur les motivations religieuses, pour ne pas dire intégristes ou sectaires de certains platistes. C'est un fait. Les objets placés dans des milieux plus denses s'élèvent, tandis que les objets placés dans des milieux moins denses s'enfoncent. Premièrement, la densité est une propriété de la matière. La masse divisée par le volume. Ce n'est pas une force. Le phénomène qu'Éric Dubé décrit dépend de la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. Alors, qu'est-ce qui définit la verticalité, le haut et le bas? La densité? La masse divisée par le volume? Non. La poussée d'Archimède? Non. La poussée d'Archimède ne peut s'exercer que s'il existe une verticale. La verticale d'un point A est la direction suivant laquelle s'exerce la gravité. Dans un avion 0G, la densité des gens ne change pas, ni celle de l'air. Pourtant, les gens y flottent dans l'air. Pourquoi? La gravité est une accélération. Dans sa chute libre, l'avion annule les effets de cette accélération. Quand il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de poussée d'Archimède, tout simplement. Pour cadrer avec le modèle héliocentrique, qui n'a ni haut ni bas, Newton prétendit à la place que les objets sont attirés par les grandes masses et tombent vers le centre. Cependant, pas une seule expérience dans l'histoire n'a montré un objet suffisamment massif qui, en vertu de sa seule masse, causerait l'attraction d'autres masses plus petites vers lui, comme affirmé par Newton. Soit, que la gravité le fait avec la Terre, le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes. L'affirmation qu'il n'y a pas une seule expérience dans l'histoire qui a montré les effets de la gravitation est complètement fausse. L'expérience de Cavendish a été menée en 1798.
Éric Dubé a-t-il seulement cherché à vérifier qu'il n'était pas dans l'erreur? Si oui, alors il ment sciemment. Sinon, il fait preuve d'une déconcertante désinvolture. Quoi qu'il en soit, quelle crédibilité peut-on accorder à quelqu'un qui énonce de telles contre-vérités? Enfin, comment la densité pourrait-elle expliquer l'expérience de Cavendish? Argument 116. Il n'y a également jamais eu une seule expérience dans l'histoire montrant un objet suffisamment massif qui, en vertu de sa seule masse, provoquerait une autre plus petite masse plus petite à orbiter autour de lui. Éric Dubé a probablement raison. Personne n'a, à ma connaissance, jamais tenté cette expérience. Mais cette affirmation est pourtant complètement stupide. Imaginez une expérience destinée à mesurer la force avec laquelle vous devez souffler sur une bougie pour l'éteindre. Et menez-la en extérieur un jour de tempête. Ce serait complètement idiot. Pour expérimenter deux objets qui orbitent l'un autour de l'autre, il vous faut nécessairement isoler votre expérience de la gravité terrestre. Ou bien, vous observez ce qui se passe dans la vraie vie. Vous savez, celle qui se déroule en dehors d'Internet. Allez faire un tour dans un club d'astronomie, vous y rencontrerez des gens sympas. Et si les conditions le permettent, demandez à observer Jupiter et ses satellites galiléens. Vous verrez alors un système en orbite, isolé de la gravité terrienne. Petite note, Io, le plus proche des satellites de Jupiter, en fait le tour en 40 heures. Avec un peu de patience, vous pourrez donc constater les effets de la gravité entre deux corps. La théorie magique de la gravité permet aux océans, aux bâtiments et aux gens de rester à jamais coincés dessous une boule tournoyante, tout en causant simultanément l'enfermement à jamais d'objets comme la Lune et les satellites dans des orbites circulaires perpétuelles autour de la Terre. Si ces deux effets étaient exacts, alors les gens devraient être en mesure de bondir et se lancer en orbite en cercle autour de la Terre. Bien évidemment, vous pouvez essayer de vous mettre en orbite autour de la Terre en sautant avec suffisamment de force. Le souci, c'est que pour pouvoir vous mettre en orbite, il vous faut vous élancer à 28 000 km/h. Vous trouverez un lien vers la vidéo de C'est pas sorcier et un autre vers celle d'Alain Bernard dans les descriptions. Si vous y parvenez avec vos simples jambes, inscrivez-vous aux Jeux Olympiques, médaille d'or assurée. Alors, on vous demandera certainement de pisser dans un bocal, mais bon, vous aurez battu plusieurs records du monde, les doigts dans le nez, les mains dans les poches. Plus sérieusement, Éric Dubé tente sournoisement mais maladroitement de nous faire croire que la gravité a des effets contradictoires. Non, c'est simplement qu'il n'y comprend toujours rien. Reprenons l'exemple de l'objet accroché à une ficelle et de la force centrifuge. Si Hans, mon assistant, ne donne pas de vitesse à la balle, celle-ci reste immobile. Lorsqu'il lui donne de la vitesse, elle s'éloigne du centre de rotation tant que le lui permet la corde. Si la balle venait à prendre plus de vitesse, Hans pourrait laisser filer la corde et la balle s'éloignerait encore, jusqu'à ce que la corde ne soit plus assez longue pour retenir la balle. Lorsque la balle ralentit, elle se rapproche à nouveau du centre de rotation, sous l'effet de la gravité terrestre. J'ai pas eu le budget pour envoyer Hans dans l'espace. Si la Lune venait à tourner moins vite, l'attraction gravitationnelle de la Terre la ferait tomber vers sa surface. Ce faisant, la Lune regagnerait en vitesse de rotation, tout comme un patineur tourne plus vite sur lui-même lorsqu'il rapproche ses bras de son corps, lui permettant ainsi de trouver un nouvel équilibre. Si au contraire, la Lune venait à tourner plus vite, alors la force centrifuge la repousserait plus loin de la Terre. Ce faisant, comme le patineur qui écarte les bras de son corps, elle perdrait en vitesse de rotation. Cela peut sembler paradoxal, et pourtant c'est exactement ce qui se passe. En effet, la Lune n'a pas une orbite parfaitement circulaire, mais elliptique. Ceci dit, tant que vous resterez immobile, ou moins rapide que 28 000 km/h, vous resterez collé à la surface de la Terre. Argument 117. Newton a également théorisé, et cela est maintenant communément enseigné, que les marées océaniques de la Terre sont causées par l'attraction gravitationnelle lunaire. Cependant, si la Lune a un diamètre de seulement 3475 km et la Terre de 12 872 km, en utilisant leurs propres mathématiques et lois, il en résulte que la Terre est 87 fois plus massive et donc le plus grand objet devrait attirer le plus petit à elle, et non l'inverse. Si la gravité plus grande de la Terre est ce qui maintient la Lune en orbite, il est impossible pour la gravité moindre de la Lune de supplanter la gravité de la Terre, en particulier au niveau de la mer sur la Terre, où son attraction gravitationnelle serait encore plus victorieuse sur celle de la Lune.
Et si la gravité de la Lune supplantait vraiment celle de la Terre, causant l'attraction des marées vers elle, il ne devrait rien y avoir en vérité pour les empêcher de continuer au-delà et vers le haut en direction de leur grand attracteur. Bon, là, on va faire quelques petits calculs. Voici la formule qui permet de calculer la force d'attraction gravitationnelle entre un corps A et un corps B. Et pour faire nos petits calculs, nous allons avoir besoin de quelques informations. Wikipédia nous fournit les caractéristiques physiques de la Terre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la masse. 5,9736 multiplié par 10 puissance 24 kg. Voici les données physiques de l'Atlantique, avec ici ce qui nous intéresse, le volume, 354 700 000 km3, et la profondeur moyenne de 3332 mètres. Afin de simplifier les calculs, je vais considérer que 1 litre d'océan Atlantique est égal à 1 kg. Vous avez compris, je vais partir du principe que c'est de l'eau douce. Ce qui est complètement faux, on est bien d'accord. Enfin, les données qui concernent la Lune, avec une masse de 7,3477 multiplié par 10 puissance 22 kg, et une distance moyenne Terre-Lune de 384 399 km. Alors, la distance Terre-Océan Atlantique correspond au rayon de la Terre moins la profondeur moyenne de l'océan Atlantique, soit 6374,668 km. Et donc, quand on a fait ce petit calcul, on s'aperçoit que la Lune exerce une force d'attraction 296 274 fois plus faible que celle de la Terre sur l'océan Atlantique. Ceci dit, je me souviens avoir appris lorsque j'étais au collège qu'une force pouvait être représentée par un vecteur, et que le vecteur AB plus le vecteur BC était égal au vecteur AC. Alors, voici un schéma pour vous montrer ce qui se passe. Le cercle bleu représente la Terre, le cercle gris, la Lune. Les flèches bleues représentent la gravité terrestre, les flèches blanches, l'attraction de la Lune. Et enfin, les flèches mauves sont la résultante de ces deux forces. Ici, la force d'attraction de la Lune est bien trop importante. Nous avons vu précédemment qu'elle était 296 000 fois plus faible que celle de la Terre sur les océans. Je l'ai donc exagéré afin de pouvoir visualiser ce qui se passe. On peut immédiatement constater que lorsque les deux forces sont perpendiculaires, la force d'attraction de la Lune fait baisser la marée en attirant les masses d'eau. Lorsqu'elles sont en opposition, la résultante des deux forces est moins importante que la gravité terrestre, mais elle reste bien dirigée vers le sol. La force d'attraction de la Lune sur les océans ne risque donc pas de supplanter celle de la Terre, mais elle existe et elle suffit à expliquer les marées. Peut-être que M. Dubé ferait mieux de faire quelques petits calculs de niveau collège avant de raconter n'importe quoi. Argument 116. En outre, la vitesse et la trajectoire de la Lune sont uniformes et devraient donc exercer une influence uniforme sur les marées de la Terre, alors qu'en réalité les marées de la Terre varient considérablement et ne suivent pas la Lune. La variation des marées dépend de l'influence de la Lune et du Soleil. Qu'est-ce qu'il entend par trajectoire et vitesse uniforme ? Dans le modèle classique, la Terre a une orbite elliptique autour du Soleil, ce qui implique que sa distance au Soleil varie continuellement, tout comme sa vitesse. De même, la Lune a une orbite elliptique autour de la Terre. Dans le délire de la Terre plate, oui, je sais, je suis partial, mais je pense que si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous vous en doutiez déjà. Le Soleil et la Lune changent de rayon de rotation autour du pôle Nord, ainsi que de vitesse, puisque la vitesse angulaire du Soleil ne peut varier, un tour par 24 heures. Alors, d'où lui vient cette idée saugrenue de trajectoire et de vitesse uniforme ? Les lacs de la Terre, les étangs, les marais et autres plans d'eau à l'intérieur des terres restent aussi inexplicablement toujours en dehors de l'emprise gravitationnelle de la Lune. Si la gravité attirait vraiment les océans de la Terre vers la Lune, tous les lacs, les étangs et autres plans d'eau stagnantes devraient certainement avoir des marées eux aussi. La taille des marées dépend également de l'étendue du volume d'eau considéré qui doit être suffisamment vaste pour que d'un côté à l'autre, l'influence de la Lune ne puisse être la même, favorisant ainsi le déplacement d'une masse d'eau. Les marées existent aussi en Méditerranée, mais elles sont de bien plus faible amplitude. Elles existent aussi sur des plans d'eau tels que le lac Léman ou les grands lacs d'Amérique du Nord, mais le volume d'eau et l'étendue de ces lacs sont si faibles par rapport à un océan que les marées y sont difficilement décelables à l'œil nu. Alors, à moins d'être très con, on ne peut pas demander à un verre d'eau d'avoir une marée de plusieurs mètres équivalente à celle d'un océan.
Maintenant, il est censé nous démontrer que la Terre est plate et que la gravité n'existe pas. Mais alors, comment explique-t-il les marées? Argument 157. Si la gravité traînait magiquement l'atmosphère avec la boule Terre tournoyante, cela signifierait que l'atmosphère près de l'équateur tournerait autour de plus de 1609 km à l'heure et que l'atmosphère au-dessus des latitudes moyennes tournerait autour de 804,50 km à l'heure et passerait progressivement au pôle où l'atmosphère ne serait pas affectée, à 0 km à l'heure. En réalité cependant, l'atmosphère à chaque point de la Terre est tout aussi inaffectée par cette force présumée, puisqu'elle n'a jamais été ni mesurée ni calculée et prouvée inexistante par la capacité des avions à voler sans relâche dans n'importe quelle direction sans éprouver de tels changements atmosphériques. Éric Dubé n'a encore rien compris. Dans son exemple, la vitesse relative de l'atmosphère par rapport au sol est égale à 0, quel que soit l'endroit où l'on se place. De plus, l'avion évolue dans l'atmosphère, il est donc soumis au même mouvement qu'elle. Si la gravité traînait magiquement l'atmosphère avec la boule Terre tournoyante, cela signifierait que plus haute serait l'altitude, plus rapide serait le tournoiement de l'atmosphère, qui aurait à tourner autour du centre de rotation. Il ne veut toujours rien comprendre. L'atmosphère n'est pas une masse solide. Rien n'oblige la haute atmosphère à tourner à la même vitesse angulaire que la basse atmosphère. En réalité cependant, si cela était, alors la pluie et les feux d'artifice se comporteraient tout autrement quand ils tomberaient progressivement à travers une atmosphère en rotation de plus en plus lente. Les montgolfières seraient également contraintes régulièrement à aller plus rapidement vers l'est au fur et à mesure qu'elles monteraient à travers les vitesses atmosphériques augmentant constamment. De plus, au sein de l'atmosphère, les vents sont le résultat de plusieurs facteurs. Ensoleillement, chaleur renvoyée par la surface, relief. Enfin, la gravitation dépend de la masse et de la distance. L'ISS à 400 km d'altitude fait le tour de la Terre en 90 minutes. Un satellite géostationnaire à 36 000 km d'altitude fait le tour de la Terre en 24 heures. La Lune, à 380 000 km d'altitude, fait le tour de la Terre en 28 jours. Argument 159. S'il y avait une atmosphère en rotation progressive de plus en plus rapide au fur et à mesure de l'élévation de l'altitude, cela signifierait qu'elle devrait mettre fin brusquement à sa progression, à une certaine altitude clé, où la couche la plus rapide de l'atmosphère tournante gravitationnelle rencontre le vide spatial infini Alors, comment dire poliment? Il est con ou quoi? Éric Dubé n'a visiblement jamais entendu parler de la pression atmosphérique qui diminue avec l'élévation de l'altitude. Sinon, il n'affirmerait pas de telles inepties. Il n'y a pas de limite brutale entre l'atmosphère et le vide spatial. Juste une raréfaction progressive de la teneur en gaz entre le sol et 1000 km d'altitude. Eh oui, aussi étrange que cela puisse paraître, l'ISS n'évolue pas dans le vide absolu. Elle est constamment freinée par l'atmosphère résiduelle, ce qui nécessite qu'elle doit régulièrement profiter des moteurs des cargos qui viennent l'approvisionner pour rehausser son orbite. Le vide spatial infini supposé non gravitationnel, non tournoyant, sans atmosphère. Le vide spatial infini supposé non gravitationnel. Il ne comprend rien. Comment la Lune, qui tourne autour de la Terre en dehors de toute atmosphère, pourrait-elle ne pas subir la force centrifuge et s'éjecter de l'orbite terrestre? Parce que la gravité n'est pas liée à l'atmosphère de la Terre, mais à la masse. Si les satellites tournent autour de la Terre, c'est que leur vitesse de rotation, force centrifuge, compense l'attraction de la Terre, force gravitationnelle. C'est la même chose pour la Lune. La NASA n'a jamais mentionné à quelle altitude cet impossible prétendu exploit se produit, mais il est facilement philosophiquement réfuté par le simple fait que les vides ne peuvent pas exister reliés à des non-vides, tout en maintenant les propriétés d'un vide. Argumentation philosophique pour réfuter un fait scientifique. C'est aussi pertinent que de demander à un plombier de réparer une artère bouchée. Il peut comprendre le problème, mais il ne peut pas l'expliquer et il n'a pas les outils pour y remédier. Sans parler de l'effet qu'une telle transition aurait sur une fusée ou vaisseau spatial qui serait désastreuse. Justement, tiens, ce serait intéressant d'avoir son analyse sur ce sujet. Mais comme il n'en a aucune idée, il élude la question.
Argument 195. Les astronomes disent que le magnétisme magique de la gravité est ce qui maintient tous les océans du monde collés à la boule Terre. Alors, pour commencer, Éric Dubé est si calé en sciences qu'il en arrive à confondre gravité, électromagnétisme et magie. Mais bon, examinons plutôt le fond et amusons-nous un peu à ses dépens. Il l'a bien cherché. Ils prétendent que c'est parce que la Terre est si massive, qu'en vertu de sa masse, elle crée une force magique capable de tenir les gens, les océans et l'atmosphère fermement accrochés à la partie inférieure de la boule tournoyante. Malheureusement, cependant, ils ne peuvent fournir aucun exemple pratique sur une échelle plus petite que l'échelle planétaire. Une balle de tennis mouillée tournoyante par exemple, a l'effet exactement inverse de la supposée boule Terre. Toute l'eau versée sur elle tombe simplement sur les côtés, et si on la fait tourner, le résultat est que l'eau se disperse tout autour à 360 degrés, comme un chien se secouant après un bain. Ici, j'aurais pu vous dire qu'une balle de tennis a un rayon de 3,25 cm, une masse de 57 grammes. J'aurais pu calculer la force d'attraction gravitationnelle de la balle de tennis, constater qu'elle est 38 milliards de fois plus faible que celle de la Terre, et conclure que faire cette expérience en étant soumis à la gravité terrestre était complètement débile. Mais je ne le ferai pas. Non. Ici, je vais nous extraire de la gravité terrestre et considérer que seule la force gravitationnelle de la planète balle de tennis est en jeu. Comme toutes les planètes, notre balle de tennis tourne sur elle-même. C'est quand même l'expérience proposée par Éric Dubé. Bien, maintenant que j'ai planté le décor, passons aux choses qui fâchent. Quelle est la vitesse de libération de la balle de tennis? Autrement dit, à quelle vitesse doit se déplacer un objet pour s'affranchir de la gravité de la balle de tennis? Voici la formule qui permet de calculer cette vitesse. Je vous conseille d'aller voir cette page, vous constaterez que la formule ne sort pas d'un chapeau de magicien. Je reprends donc la formule avec les données de la balle de tennis. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vérifier mes calculs. 0,048 mm/s. Même un escargot pourrait s'éjecter dans l'espace par sa seule vitesse de déplacement. Mais ne nous arrêtons pas si tôt, n'oubliez pas que notre balle de tennis tournoie sur elle-même. Calculons sa circonférence. Calculons le nombre de tours par seconde nécessaire pour qu'un objet à sa surface atteigne la vitesse de libération. 0,0002351 tours par seconde, soit 10 jours, 1 heure, 4 minutes et 10 secondes pour effectuer un tour sur elle-même. Je vous laisse conclure par vous-même sur la pertinence de cette expérience pour démontrer que la gravité n'existe pas. Les astronomes reconnaissent l'exemple de la balle de tennis mouillée qui donne la preuve de l'effet inverse de leur supposée boule Terre, mais ils prétendent qu'à une certaine masse inconnue, les propriétés adhésives magiques de gravité entrent en vigueur soudainement, en permettant à une balle de tennis Terre de garder chaque goutte d'eau gravitationnée collée à la surface. Quand une telle théorie non prouvée va à l'encontre de toutes les expérimentations, l'expérience et le bon sens, il est grand temps de laisser tomber la théorie. En conclusion, sur les 13 arguments qu'Éric Dubé aborde pour tenter de nous convaincre que la gravité n'existe pas, il ne peut apporter aucune preuve de ce qu'il avance. Il n'est donc pas le plus grand génie que l'humanité ait connu. Cependant, malgré toutes les idioties qu'il a bien pu écrire au sujet de la gravité, il n'est pas non plus le plus grand crétin of the world. Ce n'est qu'un type raisonnablement intelligent, persuadé que la Terre est plate sans pour autant être en mesure d'en apporter la moindre preuve. Il refuse le concept même de la gravité et la dénigre autant qu'il le peut, car elle va à l'encontre de son modèle de la Terre plate. Admettre la gravité, c'est admettre qu'il s'est trompé. Ce qu'il ne risque pas de faire, car après tout, business is business, qu'importe les mensonges qu'il peut vendre avec ses livres, pourvu qu'il arrive à les vendre.